m'appelle Loïc Blondiot. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions de démocratie participative. Je crois que votre dernier ouvrage, en tout cas sous votre direction, c'est un collectif qui s'appelle La démocratie des émotions. Voilà, vous allez nous raconter. Pour conclure, après Vincent fera la clôture définitive, si j'ose dire, un petit peu ce que vous avez pu retenir de ce que vous avez pu entendre de la journée. Donc bonjour, merci. J'aime beaucoup en général jouer ce rôle de grand témoin, mais aujourd'hui je n'ai pas pu vous accompagner toute la journée et je vais devoir repartir très vite pour une conférence de presse à l'autre bout de Paris sur un droit à l'expérimentation citoyenne. Donc on est toujours dans ces sujets avec le maire de Grenoble. Et donc du coup, je ne suis entré dans vos problématiques, dans vos interrogations qu'au travers de cette restitution. Et je vais à partir de là essayer de rapprocher ça de mes questions de recherche, de mes questions à moi qui ont trait à la question de la participation citoyenne, c'est-à-dire comment aujourd'hui permettre aux citoyens d'entrer, d'être associés au processus de décision, et ça dans de multiples domaines. Et je dois vous avouer que la question du paysage, la question de l'énergie me sont assez étrangères. Je n'en suis pas du tout spécialiste, mais je vois dans vos interrogations des échos à des questions de recherche que je me pose depuis pas mal de temps. Alors quelques remarques très générales aujourd'hui sur la participation citoyenne, c'est-à-dire sur la question de que faire des citoyens lorsque des décisions doivent être prises, lorsque des projets doivent être menés à bien, ou en tout cas lorsque il est question d'élaborer des projets supposés d'intérêt général. Alors là, on a affaire à deux séries de paradoxes. La première série de paradoxes, elle a trait aux citoyens eux-mêmes. Aujourd'hui, on le sait, les citoyens entretiennent des relations de défiance, un rapport extrêmement critique à l'autorité et finalement, plus généralement, au discours d'autorité, aux postures d'autorité lorsqu'elles émanent de ceux qui, jusqu'à présent, ont considéré qu'ils étaient légitimes à décider au nom de l'ensemble de la population. Et on voit bien cette crispation politique s'exprimer très largement à chaque fois, finalement, qu'un projet est envisagé et que ce projet est perçu par les citoyens eux-mêmes comme une violation de leur environnement, comme une négation de leur identité, comme une remise en cause du rapport qu'ils entretiennent au territoire. Et il faut faire avec cette critique, il faut faire avec ce rejet qui est quelquefois élaboré, d'autres fois les moins, avec des projets qui, au nom de l'intérêt général, semblent remettre en cause non seulement les intérêts particuliers, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui on est très largement sorti de la caricature de l'opposition entre intérêt général représenté par les autorités publiques d'une part et NIMBY, intérêt particulier qui serait finalement l'apanage des citoyens. Aujourd'hui, on a face à face des définitions, des conceptions différentes, quelquefois antagonistes, de l'intérêt général. Donc ça, c'est le premier élément de la situation dès lors qu'on regarde les citoyens. Et en même temps, on s'aperçoit que dans la société aujourd'hui, dans différentes catégories de la population, et pas uniquement au sein des catégories les plus privilégiées de la population, se dessine un nouveau rapport non seulement au territoire, mais aussi à la démocratie elle-même. On a de plus en plus de gens qui veulent s'auto-organiser, qui veulent s'auto-gouverner. On le voit au travers de tout un ensemble d'initiatives locales, très locales pour la plupart, de partage d'un territoire, de gestion communautaire de tel ou tel aspect de ce territoire, des initiatives qui prétendent, indépendamment ou contre les autorités
politique, mettre en place des formes de vie démocratique, des formes d'échange, des formes de réciprocité, des rapports sociaux d'une nature extrêmement différente de celle qu'on pratique à travers le marché ou à travers l'État et l'administration d'État. Donc on a deux choses très différentes. Critique très forte et en même temps volonté de contribuer, volonté de participer au sens fort du terme, c'est-à-dire de prendre part à la vie d'un territoire, à la vie d'une cité. Alors évidemment, on a effectivement des initiatives qui, dans la plupart des cas, sont locales, se pensent comme telles, mais à travers le local, selon l'expression un peu dévoyée aujourd'hui, il s'agit aussi de projeter une autre manière de vivre ensemble à l'échelle globale. Ça, c'est le premier point. Si on regarde du côté des citoyens, il y a deux types d'attitudes, de postures qui coexistent, parfois chez les mêmes individus, très critiques et en même temps volonté de contribuer. Du côté des autorités, on a les mêmes ambivalences. Du côté des autorités, du côté des maîtres d'ouvrage, du côté des élus, du côté des administrations, on a les ambivalences. D'un côté, il y a... de manière plus ou moins explicite, de manière plus ou moins authentique, un début de reconnaissance de cette situation. C'est-à-dire le sentiment qu'on ne peut plus prendre des décisions comme avant, on ne peut plus imposer sa volonté d'en haut, on est obligé de faire avec les citoyens. Et d'ailleurs, la réglementation et la loi fait une place croissante à ces enjeux de concertation. Donc il y a une sorte d'un début d'acculturation à la participation. Et en même temps, évidemment, l'inertie des postures, l'inertie des attitudes fait que cette intériorisation de ce qu'on a appelé l'impératif participatif reste limitée soit à certains acteurs, soit à certains dossiers où finalement les enjeux ne sont pas tels que l'on doit finalement essayer de passer en force. Et puis il y a une autre tentation qui est en ce moment encouragée, me semble-t-il, au plus haut niveau de l'État. La tentation, c'est finalement, au nom de l'efficacité, au nom de la rationalité, au nom d'une définition de l'intérêt général, de l'intérêt collectif, l'idée c'est d'accélérer, c'est de passer en force, c'est de ne pas finalement se soucier de la concertation. C'est ce que j'appelle la tentation épistocratique. Aujourd'hui, dans nos cercles dirigeants, cette idée que la concertation fait perdre du temps, que la participation est un luxe qu'on ne peut plus se permettre, elle est également très présente. Et on a un conflit là de représentation de la participation, voire même de la démocratie, des formes d'autoritarisme qui reviennent, qui rappellent finalement ce qu'a été l'âge d'or de l'État gaulien qui imposait, et encore lui faisait participer. Il y avait des dispositifs consultatifs qui fonctionnaient. En fait, il y a ces deux éléments, et on voit bien, par exemple, dans l'idée de restreindre la portée de l'enquête publique, voire même de s'en passer, on voit bien comment ça peut aussi se traduire aujourd'hui réglementairement. Alors voilà le contexte, ce double mouvement chez les citoyens et chez les élus qui rend finalement la période très complexe. On est vraiment à un tournant. De quel côté finalement on va basculer ? Alors on en vient à la question de la participation autour des projets qui ont un impact sur l'environnement et à cette question des territoires. Comment réconcilier évidemment le projet et le territoire ? Comment faire en sorte de travailler ensemble ? Alors, de mon point de vue, il y a deux grands chapitres à envisager. La première question, c'est la question des moyens, la question des outils. À mon avis, c'est la question la plus simple.
Je travaille sur les questions de démocratie participative depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, je m'aperçois d'un fait qui est que tous les outils aujourd'hui existent pour faire participer les citoyens. C'est-à-dire que les outils de diagnostic, les outils d'imagination collective, les outils de négociation, aujourd'hui, ils sont disponibles. Il y a une ingénierie de la participation, de la concertation qui est là, à la disposition de ceux qui veulent bien l'utiliser. À condition, évidemment, d'y mettre les moyens. Il y a une condition prioritaire qui est la question des moyens. Aujourd'hui, on veut fonctionner dans ces domaines-là à l'économie parce que ça n'est pas considéré comme la priorité. Or, aujourd'hui, on ne peut pas faire de la participation sans moyens. Si on regarde, par exemple, la démocratie représentative, elle coûte extrêmement cher à la collectivité. On accepte de lui donner des moyens. La démocratie participative, elle doit pouvoir avoir un minimum de moyens. Il faut des moyens, du professionnalisme, mais il me semble que ces outils existent. On sait comment faire. Je dirige à la Sorbonne un master d'ingénierie de la concertation. Il y a aujourd'hui des professionnels qui savent mettre ensemble des gens autour d'une question, autour d'un projet, les faire travailler ensemble. Et cette question des outils, elle me semble très largement dépassée. Et surtout à condition qu'on ne les pense pas de manière standardisée. J'ai entendu tout à l'heure dans les restitutions quelqu'un qui dit il faut modéliser, standardiser, codifier la participation. Non, il faut adapter l'ensemble des outils dont on dispose à des questions, à des territoires. Hein, il faut faire du sur-mesure, bien évidemment. Et ça coûte bien évidemment beaucoup plus cher. On ne peut pas faire des plateformes qui serviraient à tout et qui pourrait finalement être totalement généralisée. Mais la deuxième question, elle est bien plus préoccupante, elle est bien plus problématique, c'est une question de volonté. Il y a les outils, il y a la volonté politique, il y a les attitudes, il y a cette inertie des postures de techniciens, hein, d'experts que l'on connaît bien, qui finalement récusent la légitimité par principe d'autres formes d'expertise que la leur. Hein, c'est le point capital, cette idée que finalement le savoir, l'optimum technico-économique, c'est le seul qui prévaut et que tout ce qui relève par exemple des sciences sociales, tout ce qui relève des savoirs plus sensibles, tout ce qui relève de ce qu'on pourrait appeler l'expertise locale ou l'expertise profane, tout ça n'a aucune incidence. La preuve, c'est qu'on n'arrive pas à le modéliser. C'est qu'on n'arrive pas à quantifier tout ça. Il y a effectivement ce langage finalement de la modélisation, il bute sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont pas modélisables. On ne peut pas faire des matrices avec ce rapport sensible au territoire, avec ses émotions, etc., etc. Avec cette connaissance intime des choses. Et ce changement de posture, donc, il est capital. Et je ne sais pas, à l'heure qu'il est, comment l'opérationnaliser, comment l'encourager, comment l'accélérer. Il y a dans toutes les organisations des gens qui, effectivement, ont intégré cet impératif participatif, et il y en a d'autres qui ne l'ont pas intégré. Alors, donc, on est face à ce défi qui est un défi majeur. Et vous voyez bien à quel niveau de généralité je me situe. Alors, peut-être que ça ne peut pas vous parler. Mais il y a un risque, néanmoins. C'est que, certes, on peut intégrer les émotions. Certes, on peut intégrer la pluralité des savoirs, des expertises, on peut les faire dialoguer, on peut les confronter, on peut éventuellement les hybrider, à condition de renoncer à l'idée d'un langage commun. J'ai entendu ça tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un non-sens, parce que bien évidemment, la possibilité même d'avoir un langage commun, elle est absolument inenvisageable entre des acteurs aussi différents. Il faut des traducteurs, il faut des dispositifs de traduction, évidemment, mais pas de langage commun. Mais il y a un risque, évidemment, c'est que l'on pense que le conflit sera soluble dans le projet. C'est-à-dire que l'idée qu'on mettra, de mettre en mode projet, hein, qui est l'ambition, projet de territoire, l'ensemble des acteurs permettra de résoudre cette question qui est vraiment lancinante de pourquoi ils n'en veulent pas, pourquoi, même si on les convainc de toutes les manières de l'intérêt économique d'avoir ça sur leur territoire, de la possibilité même de concilier ces équipements avec
leur rapport au paysage, il y aura du conflit. Et donc, je pense qu'il ne faut pas non plus succomber à cette illusion. C'est-à-dire que le conflit n'est pas soluble dans le territoire et on ne pourra pas se passer, quoi qu'il arrive, des dispositifs classiques de la régulation politique. Et la question des élus, à mon avis, est une question qui reste et restera pour longtemps centrale, puisqu'on a des conflits d'usage. Voilà, j'ai le sentiment, j'ai conscience d'être en grand décalage avec vos préoccupations, d'être resté à un niveau de généralité majeur. Bon, j'en suis désolé, mais voilà ma petite contribution et il faut que je vous quitte tout de suite. C'est dommage, on aurait pu avoir des questions pour préciser finalement. Je suis obligé de vous quitter tout de suite, c'est voilà, même le 12 juillet. Merci. Merci Loïc Blandiot. Effectivement, on regrette de ne pas pouvoir échanger davantage avec vous parce que c'était piquant. Mais voilà, du coup, nous allons écouter Vincent Pifetot, directeur de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles-Marseille, pour conclure. Ah oui, c'est vrai. Bien, évidemment, comme toute conclusion, ça commence par des remerciements. Alors, bien sûr, des remerciements à l'équipe d'organisation qui s'est présentée en début de journée autour de Bertrand Folléa, de toutes les institutions qui ont participé, mais derrière les acteurs de ces institutions qui ont participé à l'organisation de cette journée, dont vous avez pu constater qu'elle était soutenue. Nous n'avons pas eu de pause ce matin. Nous avons eu un repas rapide, qu'elle était dense, et en même temps, je pense qu'elle était conviviale. Remercier aussi vous tous, qui êtes encore là, pour votre présence, pour une expérience qui est la première du genre. Alors, elle est la première du genre par son sujet, et elle est la première du genre aussi par le collectif hybride, par la communauté qui s'est constituée aujourd'hui. J'aimerais remercier aussi les intervenants. Et les intervenants, il y en a 3 catégories. Les intervenants qui savaient qu'ils allaient intervenir et qui étaient au programme. Les intervenants qu'on a surpris en disant « vous serez le rapporteur de l'atelier » et qui l'ont fait avec talent. Et c'est un indicateur quand même qui n'ont jamais tenu les 3 minutes. Ils auraient eu à en dire beaucoup plus. Et puis tous les intervenants invisibles. Et dans les intervenants invisibles, c'est tous ceux qui ont permis finalement que s'accumule ce matériau rassemblés autour des 3 années, pendant les 3 années de fonctionnement de la chaire paysage et énergie, qu'il s'agisse des étudiants qui successivement se sont attelés à des travaux, que ce soit de l'école ou d'autres établissements, que ce soit les acteurs des territoires, que ce soit nos commanditaires, nos partenaires, etc., qui n'étaient pas forcément dans cette salle. Mais derrière cette idée, derrière ces 3 remerciements, il y a l'idée qu'une chaire, c'est bien sûr un lieu, mais c'est aussi un réseau, et c'est un réseau qu'il faut essayer de renforcer, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, pour ne pas rajouter de la conclusion à la conclusion et des impressions et des lectures aux lectures, je vais être bref, mais enfin, je vais quand même en rajouter un peu. J'aimerais revenir, et quitte à les caricaturer, sur deux interventions, celle d'Alain Nadaille et celle d'Odile Marcel. Alain Nadaille nous a dit, grosso modo, en évoquant l'histoire récente des politiques de l'énergie, que finalement, nous avions connu la fin d'un commun énergétique. Et qu'il y avait une espèce d'appel à reconstituer un espace commun, de reconstituer un bien commun autour de cette question de cette question de l'énergie à la faveur des enjeux de la transition énergétique. Et si je rebondis sur ce qu'a dit Philippe Lenoir, de la transition écologique ou de toutes les transitions que nous connaissons actuellement. Donc il y a besoin de refabriquer du commun. C'est impératif. Bon. Et puis, nous avons eu Odile Marcel qui nous a expliqué que, au fond, le paysage était né à la Renaissance d'une envie de faire, d'une envie d'agir, de la naissance de la modernité,
et que finalement c'était un moteur d'action, un moteur d'agir exceptionnel, et que la Renaissance avait inventé la perspective, le paysage en tant qu'art pictural, et puis ensuite le paysage en tant que rapport au temps et à l'espace, rapport complexe mais explicite, anthropologique au temps et à l'espace. Et donc, fort de ces deux éléments, je crois que nous avons posé la pierre pour dire qu'aujourd'hui, il n'est pas secondaire, il n'est pas accessoire de coller ensemble la notion de paysage et la notion d'énergie, parce que, sans doute, la construction de ce commun énergétique ou de ce commun écologique, il passe sans doute par cette envie de faire que porte le paysage. Alors, pour être un peu moins gazeux, j'aimerais insister sur deux sujets, enfin 2 points qui me paraissent importants. Ou 2 points, enfin 2 points, quoi. Le premier, c'est que dans la discussion, je ne sais plus qui, mais il y a eu une intervention ce matin qui disait le problème, c'est le problème du langage commun. Et je pense qu'il y a un point qu'il faut qu'on souligne, c'est qu'à travers le paysage et à travers les représentations que manipulent les paysagistes ou les démarches paysagères, c'est que nous avons une mode de représentation, notamment par le dessin, qui permet d'appréhender à la fois l'espace et le temps, et qui permet aussi de rendre compte du sensible et de rendre compte de la rigueur, de la rationalité, parce que quand on dessine un espace et qu'on construit, qu'on rend compte du fonctionnement d'un espace à travers le dessin, on fait un travail de mise en cohérence extrêmement exigeant. Et donc, on a là un langage commun, en plus un langage qu'on peut partager très, très largement. Alors, j'en profite pour vous exprimer une petite frustration. C'est que la pixelisation des images qui nous ont été proposées toute la journée avait de la difficulté à nous faire rentrer dans le sensible, et quant à la rigueur et à la cohérence, on ne la voyait pas bien. Mais croyez-moi, sur parole, le sensible et la rigueur étaient présents. La deuxième idée qui me paraît intéressante de souligner aujourd'hui aussi, c'est la question des échelles. Alors, à travers cette question du paysage, on arrive à la fois à sortir du cadre et on arrive aussi à nourrir le cadre. Alors, on a entendu ce matin des débats et poser des limites de l'action aujourd'hui des politiques de l'énergie qui, en quelque sorte, sont trop localisées et qui ont besoin pour être posées correctement, pour être reçues, acceptées, acculturées, qui ont besoin d'être posées quelquefois à d'autres échelles. Et donc, avec le paysage, on travaille sur l'espace et on travaille sans cesse sur ce va-et-vient entre les échelles, et ça permet de mettre en perspective, de mettre en discussion, de toucher aussi des collectivités, des communautés extrêmement larges. Et puis, donc ça permet de sortir du cadre, mais ça permet aussi de nourrir le cadre, et on a eu aussi des tas d'expériences montrant que finalement, à travers la question de l'éolien, par exemple dans ce qu'on nous a dit sur Fruges, en fait, très vite, on a déroulé d'autres sujets. On a déroulé tous les sujets, comme dans le Thunois-Morvan, tous les sujets qui ont trait à la stratégie énergétique d'un territoire. Ou dans le Pays Touarçais, on a vu comment le paysage permettait de nourrir des cadres différents, être un passage entre un cadre institutionnel du PLUI et le cadre institutionnel du SCOT. Peut-être, parce que je vous ai dit que j'allais vous dire 2 idées importantes, j'en rajoute une 3e. C'est que je pense, c'est peut-être l'intervention de Loïc Blondiot et son impératif participatif qui m'y a fait penser, mais c'est la question de l'empathie. C'est que je pense fondamentalement qu'à travers le paysage, on se met dans une situation de pouvoir se rendre proche
et de pouvoir appréhender et avoir le regard sur les postures, les positions, une meilleure compréhension des différents enjeux. Et quelque part, on donne tout à fait écho au mot d'introduction de Paul Delluc qui disait ce qui nous intéresse, c'est de faire parler nos concitoyens sur ce qui les touche. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Alors, écoutez, maintenant, c'est une nouvelle étape qui commence, puisque après 3 ans d'exercice, la chaire Paysage-Énergie re-signe en quelque sorte pour 3 nouvelles années avec ses partenaires fondateurs, RTE et le ministère de la Transition écologique, dont on remercie d'être à nos côtés et d'être aussi des activateurs de la chaire. La chaire se renforce avec un nouveau membre fondateur, puisque ce matin, on vous a précisé que l'ADEME rentrait comme membre fondateur. Elle a aussi des membres associés, puisque Boralex a souhaité nous rejoindre. Et c'est un appel très large. Je disais tout à l'heure qu'une chaire, c'est un lieu, mais c'est aussi un réseau. Et donc, le réseau ne s'enrichit que des membres qui souhaitent s'y adjoindre. Et puis, la chaire, on a insisté aussi dans l'intervention à l'instant sur le fait qu'il fallait former des professionnels. Et donc, autour de la chaire, avec la chaire, s'ouvre donc à la rentrée prochaine un postmaster sur la question des paysages et des transitions. Et pour nous, c'est une façon d'ancrer dans la durée cet investissement des paysagistes sur des enjeux qui, comme je le disais tout à l'heure, sont des enjeux de paysage, donc des enjeux, et comme les enjeux d'énergie, sont des enjeux d'espace et de temps long. Voilà. Je vous remercie encore infiniment et je vous souhaite donc de perpétuer à travers votre ralliement à la chaire Paysage et Énergie les échanges que nous avons entamés aujourd'hui. Merci beaucoup.